Donc, merci beaucoup pour l'introduction. Donc, comme ça m'a été demandé, j'ai fait, alors je la fais pour la première fois, je ne m'en cache pas, cette présentation sur les particules ultra fines. Donc, que sont-elles et un petit mot sur leurs impacts sur le climat. Euh, Parce que le pointeur perturbe un peu pointeur les choses. Ah, c'est ménager le suspense, hein. Ouais. Vous avez Ouais. tous constaté ça. Voilà. C'est parti. Donc, comme vous le savez tous, l'atmosphère n'est pas uniquement composée de gaz, mais elle contient aussi des particules en suspension. Et ce que je veux souligner ici, c'est que quand on regarde le ciel, dès qu'on voit quelque chose d'autre que le ciel bleu, c'est qu'on a des particules en suspension, qu'elles soient liquides ou solides. Et contrairement aux idées reçues, les nuages ne sont pas composés de vapeur d'eau, parce que la vapeur d'eau est transparente, mais de gouttelettes en suspension ou de particules de glace. Donc là, c'est une petite vidéo qui est longue, que je ne vais pas présenter en entier, mais c'est très agréable, je vous la laisserai. On voit 4 types de particules avec leur diversité dans le monde et leur transport atmosphérique, avec en particulier ces particules fines ici qui sont émises par les grands feux de forêt en Afrique et en Amérique du Sud. Les sulfates également qui proviennent des grands sites, oula, il bouge tout seul, des grands sites urbains et industriels dans l'hémisphère nord. Et enfin, les particules désertiques, les soulèvements de poussière désertique. Donc là, on voit un peu un effet de l'ensemble et je vous laisserai la présentation pour que vous puissiez la regarder en entier. Elle est passionnante, cette vidéo. Donc j'essaye de passer, si j'y arrive. Ah, je suis désolée. Ça marche d'habitude. Voilà. Alors, qu'est-ce que l'aérosol déjà? Pour parler des puffs, il faut d'abord avoir la définition d'un aérosol. L'aérosol, c'est en fait l'ensemble des particules fines entourées de l'air qui les entoure, avec des échanges incessants de molécules entre l'air et les particules en suspension. Donc, on appelle ça particulate matter, de son nom anglais, PM, avec différentes classes de taille qui ont été établies. Ici, celles qui nous intéressent sont celles qui sont les plus petites, dont le diamètre est inférieur à 100 nanomètres. Alors, j'aime bien montrer cette image parce qu'on voit les différents types de particules en suspension sur les 6 ordres de grandeur que représente leur taille, depuis l'angstrom jusqu'à 1 millimètre. Et on voit par catégorie donc, la biologie, ici en vert, les poussières désertiques en violet, la chimie en orange et les molécules gazeuses qui se répartissent entre l'angstrom et le nanomètre. Et celles qui nous intéressent ici sont les particules ultra fines qui concernent donc essentiellement les virus dans la biologie, une certaine partie des poussières désertiques et notamment celles qui ont les temps de vie les plus longs, puisque les fines peuvent voyager très très loin, et la chimie qui concerne la combustion, mais également l'aérosol secondaire, comme l'a dit Dominique en introduction. Donc, quelques exemples de photos de particules fines et ultra fines organiques. On voit là une photo de particules de suie fraîchement émises. Là, une particule de suie qui a vieilli dans l'atmosphère. Et puis ici, un mélange organique et sulfate d'ammonium qui est plus ou moins vieilli. Donc, comme on l'a vu, comme vous le savez également, les particules, je ne vais pas vous montrer plein de photos, mais vous les connaissez, les particules ne sont pas sphériques, mais on parle de diamètre de particules comme si elles étaient sphériques. Donc, il y a plusieurs façons de les mesurer, et je ne vais pas faire un cours là-dessus, mais il y a une slide que je ne vais pas montrer, qui est dans la présentation, vous pouvez regarder, sur les différents types de diamètres. En gros, le diamètre aérodynamique et le diamètre électrique sont les plus regardés et mesurée.
Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir la surface spécifique des particules en suspension, parce que là, on tient compte de la forme bizarroïde, pas du tout sphérique de la particule. Alors voilà un aperçu du spectre granulométrique typique dans l'atmosphère, qui va de 1 nanomètre à 10 microns. Et on voit une répartition en taille qui est à peu près communément observée, donc avec le nombre des particules en fonction du diamètre. Et on voit que les puffs qui nous intéressent ici sont les plus nombreuses. Donc ça, c'est un petit peu la théorie et ce qui est sorti de notamment l'observatoire de Marseille-Longchamp. On voit typiquement ici une répartition en taille. Donc c'est une moyenne faite sur l'année 2023. Merci à Benjamin Chazot. Et on voit que ici, effectivement, les particules les plus fines sont de loin les plus nombreuses. Alors, si on regarde la distribution en taille, mais par rapport aux concentrations en nombre, c'est ce que je viens de vous montrer ici, on voit que les particules ultra-fines, comme je l'ai dit, sont les plus nombreuses. Si on se ramène à la surface, là, on met en exergue plutôt le mode accumulation, avec un tout petit peu le mode grossier. Et enfin, si on met en exergue le volume, qui est relié directement à la masse des particules, c'est là qu'on s'aperçoit que le mode grossier est le plus important. Et pendant très longtemps, on s'est un peu focalisé sur cette masse, alors qu'elle ne représente qu'un nombre négligeable quasiment de particules par rapport aux ultra-fines. Donc, je vais revenir aux sources de ces puffs, comme je l'ai dit tout à l'heure, essentiellement la combustion, donc illustrée ici, mais également l'aérosol secondaire. Donc là, on a une image d'une grande ville en Chine qui peut être très polluée. On voit la différence entre le 2 novembre 2003 et le lendemain, le 3 novembre 2003. La masse des particules a été multipliée par plus de 4, mais le nombre de particules a été multiplié par plusieurs ordres de grandeur. Je ne sais pas les chiffres exacts, mais plusieurs ordres de grandeur. Donc, c'est ce qui s'appelle le smog. Comment est-ce que ça marche, cette formation de nouvelles particules, ici? Alors, on a au départ des gaz, notamment de l'acide sulfurique, de l'eau et des composés organiques semi-volatiles, qui vont être capables de s'agglomérer entre eux, suivant leurs propriétés physico-chimiques, pour former un premier petit agrégat, qui est ici, qui est la plupart du temps très instable et revient à l'état gazeux. Si, par hasard, il passe une certaine barrière énergétique, alors on a une nanoparticule qui est stable et qui va commencer à condenser les gaz autour d'elle très très rapidement pour former une particule dans le mode alkène, continue à condenser les gaz, puis en mode accumulation qui va coaguler avec d'autres petites particules formées, et au-delà de 1 micron, on va avoir naissance d'un noyau de condensation sur lequel je reviendrai tout à l'heure. Alors ici, on a des études en chambre de simulation atmosphérique d'oxydation, comme l'a dit Dominique tout à l'heure, d'oxydation d'un composé organique naturel, qui est l'alpha-pinène, émis par les pins, notamment ici en Provence. Donc, on voit que dès que l'ozone, on voit la décroissance en fonction du temps de l'alpha-pinène, et dès que l'ozone est injecté, on voit la formation de ces particules en suspension très, très rapide et qui se stabilisent au bout d'un moment. Et là, on voit en 3 dimensions, en fait, le spectre granulométrique. On a ici le diamètre des particules en fonction du temps et en couleur, leur nombre. Et on voit ici que dans les premiers instants de ces transformations, on est dans la partie ultra fine. Je n'arrive pas à pointer parce que on est dans la partie ultra fine des particules, donc en dessous de 100 nanomètres. Mais ça reste, comme le disait Dominique, pendant un temps assez faible. Alors ça, c'est des études en chambre de simulation, mais c'est très bien, ça illustre très bien ce qui se passe dans la réalité, ici dans la forêt boréale de Finlande, de Itiala, où tous les jours,
on voit cette formation de nouvelles particules. Et c'est ce qui s'appelle, les Américains appellent ça le banana plot, parce que ça ressemble à une banane. Et ici, on voit quelque chose plus proche de nous, à l'Observatoire de Haute-Provence, un épisode de formation de nouvelles particules ici, dû à la présence de l'isoprène et de sa réactivité atmosphérique. Et donc, on voit le spectre granulométrique qui montre bien la répartition en taille de ces particules ultra fines. Alors, 5 raisons de s'intéresser à la taille des particules pour un peu dézoomer. Et donc, on a la santé qui va être présentée par Isabella juste après. On a également l'impact des puffs sur les écosystèmes. Et je vous invite à regarder, il y a un petit film sur YouTube, quelqu'un qui fait des études très intéressantes sur l'impact des puffs sur les écosystèmes et notamment les feuilles des arbres. Le patrimoine bâti qui est beaucoup étudié à Paris, notamment Air Paris. Et je vais vous parler, moi, du climat et un petit peu de la visibilité. Alors, les interactions aérosol-nuages demeurent encore la principale incertitude sur les prédictions climatiques. Ça, c'est issu du rapport du GIEC de 2021. Et on voit ici, en violet, ce qui concerne l'aérosol dans sa globalité. Et la synthèse de l'ensemble de ces aérosols montre que l'effet est plutôt refroidissant, mais avec une barre d'incertitude qui est la plus grande sur l'ensemble des phénomènes observés. Alors, les impacts des aérosols sur le climat, c'est assez complexe. On a 4 effets. On a les effets directs qui proviennent des propriétés optiques des aérosols, qui sont leur diffusion et leur absorption de la lumière solaire. On a les 2 effets indirects, qui sont vraiment les interactions directes avec les interactions avec les nuages. Donc, les effets sur l'albédo des nuages, mais également les effets sur les temps de vie de nuages. Et enfin, les effets semi-directs qui sont liés à l'absorption de certains aérosols de façon locale, l'absorption, pardon, de la lumière solaire et tellurique des aérosols au sein des nuages qui va échauffer l'atmosphère de façon locale et qui va pouvoir conduire jusqu'à l'évaporation des nuages. C'est plutôt réchauffant. Donc, vous voyez un petit peu les incertitudes qui peuvent demeurer sur l'ensemble de ces effets. Et je vais vous parler maintenant du rôle en particulier des aérosols et des puffs sur la formation des nuages. Alors, pour commencer, il faut savoir que chaque gouttelette de nuage a besoin d'un aérosol, d'une particule en suspension pour se former. L'eau ne condense pas toute seule comme ça d'elle-même dans l'atmosphère terrestre. Il faudrait une humidité relative qui dépasse 500%. Ça n'existe pas dans nos conditions atmosphériques de température et de pression. Donc, les premières molécules d'eau vont s'absorber, vont se condenser à la surface de notre noyau de condensation. L'aérosol qui active les gouttelettes s'appelle un noyau de condensation. Et puis, dès que ça s'active, la gouttelette se forme très, très rapidement. Alors là aussi, j'ai une petite vidéo qui montre que s'il n'y a pas de particules, il n'y a pas de formation d'aérosol. Donc là, c'est montré, je ne vais pas vous la montrer en entier parce qu'elle est un peu longue, elle est rigolote. Donc la personne est en train de souffler, là on est en Arctique, il fait moins 8 degrés, et il y a 100 particules, non, il y a 10 particules par centimètre cube. C'est vraiment rien du tout. Donc ils soufflent dans l'air, on ne voit rien du tout. Et ensuite, ils font du thé, donc de l'eau à 100 degrés, et ils allument un briquet juste au-dessus. Et là, on voit, dès qu'ils allument, on voit les aérosols, mais dès qu'ils éteignent, on ne voit plus. On voit, pardon, les nuages au-dessus du thé. Et dès qu'ils éteignent, on ne voit plus. C'est très imagé et très parlant. Donc, pour activer la gouttelette, il faut évidemment une humidité relative importante et voire même très importante. Pour activer la gouttelette, en fait, il faut passer 100% d'humidité relative. En dessous de 100%, les particules de quelques dizaines de nanomètres de diamètre vont grossir doucement. Ce qu'on appelle l'aérosol déliquescent. C'est le grossissement hygroscopique, on appelle ça.
On en connaît ça très bien avec du sel, par exemple, des particules inorganiques. Et à partir de 100%, d'un seul coup, la gouttelette se forme et c'est là qu'on voit le nuage. Avant ça, on voit quasiment pas du tout l'aérosol, il est trop petit. Et là, la gouttelette va faire plusieurs micromètres, voire dizaines de micromètres. Ça, c'est une illustration du fait qu'on passe les 100% d'humidité relative à l'intérieur d'un nuage. Et c'est pour vous introduire le fait qu'on parle de sursaturation de la vapeur d'eau. Donc, on est à 0 à 100% d'humidité relative. On est en négative avant et en positive au-delà de 100% d'humidité relative. Alors, pour comprendre un petit peu comment se forme le nuage et les difficultés et l'importance des pufs de cette formation des nuages, il faut revenir à cette théorie de Köhler qui n'est pas facile à comprendre. Elle a été mise en place en 1936 et elle a en fait deux termes qui sont antagonistes. On parle de l'effet Raoult pour parler de la pression de vapeur saturante au-dessus de solutions salées. Donc, cette théorie, elle a été mise en place pour les sels. Elle marche très bien pour les sels. Et les sels inorganiques. Et d'autre part, ce qu'on appelle l'effet, donc cet effet Raoult, alors moi j'aimerais bien pointer parce que cet effet Raoult, c'est cette courbe ici qui démarre en bas jusque ça. Et l'effet Kelvin qui est antagoniste et qui vient ici et qui tient en compte de la courbure de l'aérosol. Hein, on n'est pas sur quelque chose de plat, on est sur un aérosol. Et plus sa courbure est importante, plus on va modifier, on va abaisser la pression de vapeur saturée. La combinaison des deux donne cette courbe rouge. Donc, vous voyez notre aérosol de taille toute petite. Là, on est à 50 nanomètres en diamètre sec au départ. Elle grossit de façon hygroscopique, ici. Et puis, elle atteint un point de sursaturation, un point de sursaturation critique, au-delà duquel l'effet Kelvin vient s'imposer et son influence. Et là, on active les gouttelettes d'eau de façon très rapide. Et sur les études qui ont été faites et les modèles qui ont été faits sur les sels, toujours, on voit que plus la particule initiale est grosse, plus ce point de sursaturation diminue, donc plus c'est facile d'activer la gouttelette d'eau de nuage. Alors, comme on l'a vu tout à l'heure, les particules ultra fines sont les plus nombreuses et du coup, c'est elles qui ne s'activent pas toujours parce que passer jusqu'à 100,4% d'humidité relative, c'est très difficile. C'est elles qui sont en fait la limite de l'incertitude sur la formation du nuage. Et du coup, c'est ça qui génère une grande incertitude et c'est là-dessus que nous, on s'est penché du point de vue de la recherche. Et un petit mot sur ce qu'on fait quand même. On travaille sur cet effet Kelvin avec la tension de surface de l'aérosol qui va activer les particules. Et les composés qui sont les plus importants pour la tension de surface sont les surfactants, qui sont des molécules organiques. Donc, deux exemples de ces surfactants ici. Le sodium dodécyl sulfate, SDS, avec tous ont une tête hydrophile et une grande queue hydrophobe. Donc ça, c'est un surfactant anthropique. Et les rhamnolipides, un peu même forme, mais plus complexes, sont évidemment plus complexes parce que c'est des surfactants naturels. Donc, les surfactants vont se mettre uniquement à la surface. S'il y en a vraiment, vraiment beaucoup, ils vont constituer des petites micelles à l'intérieur des gouttelettes ou des aérosols de l'atmosphère. Et donc, on a développé une nouvelle méthode de mesure de ces surfactants dans l'atmosphère. On a mis en évidence qu'on a 4 types de surfactants. On a été les mesurer dans des nuages en ULM, ici à Aubenas. Et on est allé également en Namibie pour faire le même type de travail sur du brouillard côtier, mais également sur l'aérosol. Merci à Atmo Sud de nous avoir prêté un DA80 pour prélever ces aérosols. Et les résultats sont vraiment, ça c'est des résultats qui datent d'il y a 2 semaines, sont vraiment en cours d'extraction. On a montré vraiment clairement que tous ces échantillons contiennent
des quantités de surfactants qui sont loin d'être négligeables, avec des tensions de surface, vous voyez, qui sont importantes en fonction des concentrations de nos surfactants. Dessus, si vous avez des questions. Et tous ces paramètres-là vont servir à améliorer les modèles à partir du modèle de Köhler, qui ne tient pas compte de la matière organique, en fait. Et ça, c'est un exemple d'un modèle qui a déjà commencé sur des surfactants modèles, sur un type de surfactant uniquement. On va regarder ça sur des mélanges naturels. Et je vous remercie de votre attention. J'ai fait un petit peu un compile de bibliographie, des livres scientifiques, mais aussi des livres un peu romancés qui sont très, très sympas à lire sur les nuages et des reportages et de la presse scientifique.